Si tu as des actions liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle, regarde attentivement ces vidéos en alerte sur le marché, notamment pour les actions liées à l'intelligence artificielle. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il est en train de se passer actuellement et qu'est-ce que les analystes oublient de nous dire. Pourquoi est-ce que d'un côté, tout le monde dit que l'intelligence artificielle fait que croître et que tout va encore exploser et pourtant, les cours sont en train de se retourner. On sent qu'il y a quelque chose de malsain dans le marché et on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller derrière notre écran. Alors, ici, ce qui est affiché à ton écran, c'est tout simplement les performances qui sont en train d'être enregistrées sur des big tech américaines. Donc, notamment ici Microsoft, tu as Oracle qui baisse quand même pas mal, tu as Apple, tu as Amazon, Tesla qui augmente un peu, mais c'est lié à des news qui sont positives de son entreprise. Donc, on voit que plein d'actions qui sont liées de près ou de loin à la tech, mais également à l'intelligence artificielle, sont plutôt en train de dévisser sévère sur le marché. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait actuellement? Il y a quelque chose qui nous échappe. Alors pour ça, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris ici donc les rentabilités et j'ai essayé de voir un petit peu, de décortiquer et de voir qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Alors comme on peut le voir ici, on a des entreprises comme Microsoft qui est tout simplement en train donc de perdre, comme on a pu le voir, presque 1%. Oracle pareil, même un peu plus, qui est en train de perdre ici du 2,66%. Mais il y en a qui perdent plus que d'autres, ce qui est totalement logique. On voit notamment que des entreprises ici informatiques ont plus tendance à perdre que les entreprises, des plus grosses entreprises comme Microsoft. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a justement ce type de disparité entre les différentes entreprises? Est-ce que c'est uniquement lié à la taille ou est-ce que c'est lié au business model de ces entreprises? Parce que ici, allez, je prends l'exemple de Nebius qui, elle, perd 7,47. Qu'est-ce qui différencie concrètement de Microsoft, mis à part la taille de l'entreprise? Et c'est ça justement que je voulais creuser un petit peu plus. Je voulais voir concrètement quels sont les critères qui nous permettent de dire si une entreprise a plutôt une chance, plus que d'autres, de survivre à cette baisse de l'intelligence artificielle en général, mais même des valeurs technologiques. Si maintenant on a un crash du S&P 500, comment est-ce que ces actions-là, en particulier, donc liées à la tech, mais également toutes ces actions-là en général, vont réagir? Et donc on a des indicateurs et des récurrences qui arrivent d'une entreprise à une autre. Et on se rend compte qu'en réalité, plus une entreprise a ce type d'indicateur, et plus elle a tendance à mieux supporter la baisse que d'autres. Et c'est ça justement que je voudrais partager avec toi et qu'on puisse voir ensemble. Premièrement, je vais prendre par exemple ici l'exemple de Nebius et je vais aller sur son graphique. Je t'arrête 2 petites secondes pour te dire que je viens de mettre à jour ma watchlist du mois de janvier pour l'année 2026. Ça se trouve juste en bas dans le premier lien. Dans la description, tu retrouveras 5 actions, les 5 actions sur lesquelles j'ai ma plus grande conviction pour 2026. Je te le mets juste en bas, c'est totalement gratuit. C'est dans le premier lien qui se trouve dans la description. Et sans plus attendre, on continue avec la suite de la vidéo. Voilà, alors ici je suis sur le graphique de Nebius et comme tu peux le voir, le prix a fortement augmenté, mais actuellement il est en train de subir une assez bonne correction. Du plus haut, on est quand même à du moins 46% pour une valeur qui a normalement beaucoup plus de probabilité de monter, au moins de suivre la même tendance que Nvidia et les big tech, parce que tout simplement elle fait partie de ces entreprises qui profitent de cette narrative. Et donc la première chose qu'on essaie déjà de voir, c'est est-ce que l'entreprise en profite? Ici on se rend compte que l'entreprise déjà elle perd de l'argent. Alors tu sais, ici sur cette chaîne, je le répéterai et je le répéterai autant qu'il le faut, il faut toujours investir dans une entreprise qui gagne de l'argent, c'est-à-dire où l'entreprise a un EBITDA qui est positif. Alors on va expliquer ensemble. On va voir ensemble par après ce que c'est un EBITDA et comment est-ce qu'il faut le mesurer, parce que concrètement c'est bien beau de dire EBITDA, etc. Mais si on ne comprend pas ce que c'est, ça ne sert à rien. Et c'est vraiment un indicateur qui est extrêmement important. Aujourd'hui, la première chose à faire, c'est pas de voir ce que l'entreprise
propose, ou le besoin en fait qu'elle répond, mais c'est vraiment en fait de voir si il gagne de l'argent ou il perd de l'argent. Moi clairement c'est le premier critère que je regarde. Si l'entreprise perd de l'argent, je ne m'attarde même plus sur le reste, je passe à autre chose, je l'analyse même pas, même si c'est une très très bonne entreprise, mais si l'entreprise est en perte, je ne vais pas continuer à regarder cette entreprise-là. Pourquoi? Parce que la valorisation d'une entreprise, c'est tout simplement l'actualisation des cash flows futurs. Mais si l'entreprise ne fait aucun cash flow, comment est-ce que tu veux valoriser théoriquement une société? Mis à part la valorisation future de l'entreprise, donc non pas de ses cash flows, mais la valorisation à proprement dit. Mais pour ça, ça reste de la spéculation pure et dure, et pour ça, il vaut mieux se tourner vers des actifs qui sont beaucoup plus, faits pour ça, comme par exemple les crypto-monnaies, typiquement. Pour ça, on ne va pas en bourse, pour avoir cette approche-là. Donc, première chose ici, on voit que déjà, l'EBITDA est négatif. On va essayer de voir ici des autres entreprises qui ont quand même bien baissé aussi. On se rend compte, allez, par exemple, ici, on peut voir... allez, ici par exemple CoreWeave, ok, CoreWeave qui perd aussi pas mal, voilà, et on va essayer de voir un peu si elle se retrouve également dans le même cas de figure. Alors, comme on peut le voir ici, alors CoreWeave est une entreprise assez récente et on voit que son cours baisse, d'accord, donc on va voir juste ici combien est-ce qu'elle baisse, et on voit que c'est quand même à 62%, ce qui est quand même une assez bonne correction pour une action, et on voit par contre ici que l'EBITDA est positif. Et donc là, on est tenté de se dire, ah ben écoutez, l'entreprise, elle gagne de l'argent, c'est une entreprise qui est intéressante. Pourquoi? Parce que elle gagne de l'argent. Mais il faut faire attention. Vous savez, en finance, il faut toujours remettre en question les résultats que l'on a en face de soi. Et se demander toujours pourquoi, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, et se poser les bonnes questions. Ici, typiquement, ok, c'est un point qui est positif, elle gagne de l'argent, on peut continuer à analyser l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on va essayer de mettre en place. Première chose, l'EBITDA. Si l'EBITDA n'est pas positif, on ex. Si il est positif, on peut continuer à analyser. Alors concrètement, l'EBITDA, c'est quoi? L'EBITDA, ça veut dire earning before, donc les bénéfices avant interest, tax, depreciation et amortisation. Enfin, amortissement, donc en anglais ça se dit amortization. Okay, donc les revenus, donc les bénéfices, avant les intérêts, donc de la dette principalement, avant les taxes et avant les dépréciations, donc les moins-values, les dépréciations de biens, et également les amortissements des différents biens, donc par exemple les biens immeubles, etc., etc. Donc ça, c'est un indicateur qui est extrêmement utilisé en finance. Pourquoi? Parce que ça permet de mesurer et de voir en fait comment est-ce que l'entreprise est performante dans sa génération en fait de bénéfices. À quel point est-ce qu'elle est performante? C'est-à-dire que quand on enlève les choses assez superflues, par exemple les taxes, par exemple les amortissements, etc., donc les choses qui ne dépendent pas directement de la rentabilité brute de l'entreprise, qu'est-ce qui reste réellement de l'entreprise? Et l'idée est vraiment de se dire, si l'entreprise avait par exemple une fiscalité qui n'était pas forcément dans le pays en question, si elle n'avait pas cette contrainte-là, comment est-ce que l'entreprise tournerait? C'est plutôt ça, hein. Donc l'EBITDA, c'est vraiment pour mesurer en fait la performance d'une entreprise, mais sans avoir la contrainte dans laquelle elle se trouve. Et donc ici, voilà, donc il montre que l'entreprise gagne grâce à ses ventes, une fois qu'elle est payée ses employés, ses matières premières, mais avant de s'occuper de sa paperasse comptable et de sa dette. D'accord? Donc l'EBITDA, c'est ça. Et encore une fois, si de là on n'est pas positif, et pourquoi est-ce que je vous disais en fait, si ça ici ce n'est pas positif, donc supérieur à 0, ça sert à rien, parce que ça veut dire que, tout simplement que l'entreprise n'est même pas capable en fait de gagner de l'argent, même si elle n'a aucune contrainte. Donc c'est que fondamentalement l'entreprise a du mal à générer du profit. Donc premier critère, avoir un EBITDA qui est positif. Ensuite, deuxième chose qu'on va essayer de voir ici, c'est
de se dire, ok, l'entreprise, elle génère de l'argent. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché de l'intelligence artificielle? Les entreprises sont en train de faire des prêts les uns les autres pour pouvoir acheter des produits toujours aux mêmes personnes et puis de recontracter des prêts sur base de cet achat que celle-ci avait fait avec ses prêts. Donc on voit qu'en fait on est dans une spirale où on a des prêts qui engendrent tout simplement des achats, ok, donc des achats, voilà. Et ces achats-là sont ensuite valorisés et collatéralisés pour faire d'autres prêts. Ok, donc pour faire des autres prêts. Et puis ces prêts-là vont permettre de faire des achats. Et puis ces achats-là en question, qui ont été acquis à crédit, avec des prêts, avec des financements, vont eux-mêmes être impactés, collatéralisés et, encore une fois, servir à faire des prêts. Donc on voit en fait qu'on est ici dans une spirale de crédit qui finance l'achat de biens, et ces mêmes biens sont ensuite collatéralisés pour faire des autres crédits. Donc on voit que ça, c'est un point qui est important, c'est cette notion de dette de l'entreprise. Et ici, il y a vraiment deux indicateurs que j'aimerais voir avec toi, te donner la qualité de l'entreprise, la qualité financière de l'entreprise, qui sont vraiment les deux gros indicateurs les plus importants. La première, c'est tout simplement le free cash flow. Le free cash flow, c'est quoi? C'est l'argent réel qui reste dans la caisse une fois que l'entreprise a payé ses factures, ses salaires et surtout ses investissements. Donc, comme on peut le voir ici, je vais prendre les free cash flow qui sont ici. Voilà, et comme on peut le voir, les free cash flow sont ici négatifs. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais si les free cash flow sont négatifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la différence avec le profit. C'est qu'une entreprise en fait peut être rentable sur le papier, donc ça c'est le bénéfice net, mais faire faillite parce que son free cash flow est trop négatif. Pour par exemple acheter des puces Nvidia par exemple. Donc ça veut dire qu'ici, ce qui rentre dans les caisses est trop faible comparé aux investissements que l'entreprise fait. Et c'est exactement ce qu'on a ici. C'est-à-dire que si elle reçoit ici de l'argent, donc elle achète, puis elle revend, okay, elle va avoir du profit. Ce profit-là vont servir également en partie pour faire des autres achats, et pour contracter des autres prêts, etc. etc. Mais si l'argent là, ici, est trop faible, alors elle aura un free cash flow qui sera négatif. Okay. Et donc, si elle a un free cash flow qui est négatif, alors l'entreprise ne peut pas s'autofinancer. Tandis que si elle a un free cash flow qui est positif, alors ça signifie que l'entreprise s'autofinance et donc elle n'a pas besoin de demander aux banques pour avoir des financements et donc se faire financer. Donc ça, c'est le deuxième critère qui est extrêmement important. Et troisième indicateur qui est extrêmement important pour vraiment passer en revue l'intégralité des actions qui sont dans l'intelligence artificielle, parce que en fait ils ont tous le même problème, c'est qu'ils font beaucoup d'investissements, mais il faut voir justement d'où cet investissement vient. C'est tout simplement la dette nette. Encore une fois, c'est toujours dû à la dette. La dette nette, c'est la somme c'est la dette que l'on a, auquel on va soustraire le cash qui est disponible, donc de l'argent liquide directement qui sont sur les comptes de l'entreprise. Donc c'est la dette moins la trésorerie, donc le cash est égal à la dette nette. Et ça, on a également l'indicateur ici, net dette, et on voit ici la dette nette de l'entreprise. Et donc si ici elle a une dette nette qui est positive, ben, c'est pas bon signe. Enfin, c'est pas que c'est pas bon signe, mais ça veut dire qu'elle s'endette plus que sa capacité, enfin pas sa capacité, mais en tout cas le cash disponible dans l'entreprise. C'est très rare d'avoir une net dette qui est négative, ce qui voudrait dire que l'entreprise a plus de cash que ce qu'elle emprunte. Mais vous allez voir ici, je vais vous montrer juste après, des entreprises qui sont dans ce cas de figure-là et qui sont super intéressantes au niveau fondamental. Donc ici, la dette nette, elle doit être négative idéalement, mais c'est très rare quand elle est négative. On va revoir ici Nebius, voilà, et on va voir avec ces indicateurs-là à quoi est-ce que ça correspond. Comme on peut le voir ici, alors Nebius, voilà, donc comme on peut le voir ici, Nebius, on voit qu'elle a un EBITDA qui est négatif, donc elle perd de l'argent.
On voit également qu'elle a des free cash flow qui sont négatifs, ce qui est mauvais signe. Et ensuite, elle a une dette nette qui est négative, ce qui est bon signe parce que ça voudrait dire qu'elle s'endette moins que son cash disponible. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même du cash disponible de côté. Mais comme on peut le voir, l'entreprise, quand elle ne génère pas de l'argent, cet indicateur de l'EBITDA prime sur les autres. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle actuellement Nebius est en train de sévèrement dévisser. D'accord. On va prendre l'exemple ici d'une autre entreprise sur la liste. Ici, on va prendre typiquement ici Fortinet. Okay, Fortinet, on voit que elle a quand même un petit peu baissé, mais pas non plus plus que les autres. Hop, voilà. On va voir ici les indicateurs de Fortinet. Et comme on peut le voir ici, Fortinet baisse un peu, mais l'EBITDA et donc les revenus sont toujours croissants. On voit que les free cash flow sont également positifs et sont en augmentation, qui est également très bon signe. Et on voit également que Fortinet a une dette nette qui est négative, ce qui est vraiment parfait pour ce type d'entreprise. Donc honnêtement, Fortinet qui fait d'ailleurs partie dans l'une des entreprises que j'ai mis dans ma watchlist que tu peux retrouver, je te le rappelle, juste en bas dans le premier lien dans la description. Donc Fortinet, c'est vraiment une entreprise qui est extrêmement bien gérée au niveau fondamental. Et donc je recommanderais vraiment de y jeter un coup d'œil parce que vraiment l'entreprise est extrêmement saine et extrêmement bien gérée. Encore une fois, je te le rappelle, elle est dans ma watchlist juste en bas et encore des autres entreprises qui sont de la même qualité que Fortinet qui se trouvent juste en bas dans le premier lien dans la description. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les entreprises connaissent un ralentissement au niveau de ces activités. Néanmoins, les entreprises qui ont de forts problèmes au niveau de leurs dettes ont plutôt tendance à plus baisser que les entreprises qui ont réellement du cash dans les caisses de l'entreprise. Et donc, avoir de l'argent disponible en banque dans la caisse, c'est vraiment un avantage qui permet d'avoir un coussin de sécurité au niveau de la bourse, même quand l'univers macroéconomique est fortement négatif. Donc ça, c'est vraiment un des points, un des concepts extrêmement importants à retenir, c'est que lorsque tu investis dans une entreprise, si tu veux que ton entreprise elle soit pérenne, tâche vraiment d'investir dans des entreprises qui ont de la dette, mais pas non plus trop de dette au point d'avoir une dette nette qui est positive, parce que ça voudrait dire que l'entreprise s'endette beaucoup plus que ce qu'elle ne pourrait s'endetter. Pour te donner un exemple simple, admettons qu'aujourd'hui tu vas acheter une voiture à 10 000 euros et tu comptes t'endetter pour acheter cette voiture. Est-ce que cet investissement-là va te mettre à mal financièrement ou pas? Mais tout dépend de ta situation. Si aujourd'hui tu as 20 000 euros dans ton compte en banque de disponible et que tu t'endettes pour une voiture à 10 000 euros, tu auras une dette nette négative. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as 2 fois plus que ce que tu peux du montant en fait, dans lequel tu t'es endetté. Et donc, finalement, ce petit endettement sur les 10 000 euros ne vont pas te mettre à mal. Tandis que si sur ton compte en banque, tu as 500 euros, mais que tu t'endettes pour une voiture à 10 000 euros, alors à ce moment-là, tu auras une dette nette qui sera positive et cet investissement et cette dette que tu as contractée va clairement te mettre à mal. Et donc, c'est en partant de ce principe simple qui est la dette nette, tout simplement de comprendre qu'une entreprise est beaucoup plus faible qu'une autre. Et c'est exactement pareil, c'est qu'en cas de coup dur, par exemple, si tu as ces deux mêmes personnes qui s'endettent pour la voiture, mais que il se passe, une personne perd son travail, les deux personnes perdent leur boulot, une va pouvoir encaisser l'endettement, va pouvoir rembourser le crédit qui a été contracté pour sa voiture parce que elle a 2 fois plus de disponible dans son compte bancaire, tandis que la personne qui avait 500 euros dans son compte bancaire mais qui s'est endettée pour les 10 000 euros, alors à ce moment-là, elle va être dans de gros problèmes financiers. C'est exactement pareil pour les sociétés et donc il faut vraiment faire attention d'investir dans des sociétés qui s'endettent certes pour stimuler une certaine croissance de la société, néanmoins pas non plus de façon exagérée, de là à tout simplement se mettre en difficulté au premier coup dur de la société.
Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'ait plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à aller voir ma watchlist du mois qui est juste en bas dans le premier lien de la vidéo, enfin de la description, pardon. Allez, nous, on se dit à la prochaine. C'était Nadir. Salut.